عسلامة، أنا راوية خضر، أنيماتريس برودكتريس راديو، وانتوما تسمعوا في الحلقة الثالثة من سيزون 2 متاع خدمة نظيفة. كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفة باش نحكيو على خدمته. الفكرة هي باش en même temps نفهموا الخدمة هذه بالكدا، باش نكتشفوا الباركور اللي تبعوه ضيوفي باش نجحوا، وباش نعطيو au fur et à mesure دي كونساي للمغرومين بالدومين هذا ومازال عندهم شوية تساؤلات. ضيفتي اليوم إيمان الأحمر، وللي يعرفوها في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة انستغرام اسمها ماني ويز. هي هيوموريست ولا بلو بريسيزيمون ستاند ابوز، يعني مختصة في الجون دو كوميدي هذا كيف تطلع على الركح باش تضحكنا. إيمان الأحمر قرأت قراية بعيدة على التمثيل والإكسبرسيون سينيك، وقعدت مدة تخدم في دومين آخر بعيد كل البعد على ستاند اب. من بعد إيمان اختارت باش تبدل كومبليتمون ثنيتها وتجرب حظها في ستاند اب كوميدي. اللي خلاني نهتم بالباركور متاع إيمان هو لوداس والجرأة متاعها في دومين معروف عنه ذكوري، وفي بلاد اللي الكونكورنس فيها كبيرة. على خاطر إيمان فرانكو تونيزيان وتعيش في فرنسا، وقررت باش تبدأ رحلتها مع الخدمة هذه في باريس. مع ماني جير حكينا برشا على سو جون دو ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، على لومور وكيفاش واحد يعرف اللي عنده مؤهلات باش يطلع سور سين يضحك العباد. حكينا زيادة على المشاكل والصعوبات اللي لقاتهم، وحتى على أول كبوت كليتو على الركح. واخيرا حكينا على كيفاش واحد ينجم يخرج من الضعف قوه، ومن سيتواسيون ديشاك يقدم ويبني حتى الكارير بروفيسيونيل بتاعو على قاعده صحيحه. نخليكم توا مع ديسكوسيون انا وايمان الاحمر، وكان عجبتكم ما تنساوش باش لايكيو وتكومونتيو وتبارطاجيو، وسورتو باش وزابوني لوحده من لي بلاتفورم دو ديفوزيون نتاع بودكاست خدمه نظيفه. تنجموا تلقاوها على سبوتيفاي، ابل بودكاست ولا جوجل بودكاست. Bonne écoute. En fait, la magie dans le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Tu prends 5 stand-uppers différents et chacun a un parcours totalement singulier. J'ai eu la chance pendant la pandémie de coacher pendant le championnat du monde d'art oratoire qui a eu lieu en France. Ouais. On m'a reste mon premier 5 minutes dans un club qui s'appelle le Gotham Comedy Club dans Manhattan. Je pense que les choix que j'ai faits, ça n'a aucun prix en fait, parce que je suis vraiment animée, passionnée par ce que je fais. Et si je devais revenir à mon salaire d'avant et cette stabilité, je le ferais pour rien au monde. Imen, Aslema. Aslema, les BS. Ça va? Très bien. Ça fait plaisir de te retrouver Fitouns. Même si on a eu le mal à la fait réellement, mais comme je suis sur Instagram, on s'est déjà vu. On s'est vu, oui, on s'est vu à l'IFT. Ah oui, yes. Dans le cadre du film de cinéma au féminin. Ouais, de cinéma au féminin, exactement. Absolument. Le film n'était pas encore sorti. Tout à fait. Mais en tout cas, on avait justement un atelier avec un workshop avec les filles. Exactement. Où j'animais une séance de coaching. Yes. Et on s'est vu dans ce cadre-là. اسمع راهم نسمعوا فينا يقول لك مش نحكيو stand up، هذه تحكي coaching, qu'est-ce qu'elle fait? Non, on va parler stand up, mais coaching c'est un dérivé de tout ça. On va y revenir petit à petit. Imen, pour ceux donc qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est Many Girls, c'est ça sur Instagram? C'est Many Ways sur Instagram. Mm. Et c'est Many, c'est mon surnom en fait. Mon prénom c'est Imen. Ouais. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais mon surnom c'est Many. Et c'est mon nom de scène également. Exactement. Khater Many, on la retrouve sur scène à Paris. Absolument. شنجمو نسميوك stand-upeuse, humoriste. Humoriste, stand-upeuse, ouais, c'est ça. Et alors, si on fait vraiment un récap très rapide avant d'entrer dans les détails, aujourd'hui, comment tu te présentes? Stand-upeuse? Humoriste, ouais. Humoriste, formatrice, c'est ton métier. Alors, formatrice, c'est arrivé par la suite. C'est arrivé par la suite. Je rentre pas forcément dans une case, mais effectivement, actuellement, je coach en art oratoire. C'est venu grâce au stand-up, grâce à l'expérience scénique. Ouais. C'est venu par la suite, et c'est aussi parce qu'on me l'a proposé. J'ai eu la chance pendant la pandémie de coacher pendant le championnat du monde d'art oratoire qui a eu lieu en France. Ouais. On m'a proposé d'accompagner justement les 100 et quelques participants, et c'est là que je me suis prêtée au jeu. J'ai compris que parce que ça c'est waouh. إذا كان إيمان نبداو نمشيو لبعيد. L'humour, l'art oratoire, tiens, le fait d'être à l'aise, de parler, de كيفاش بدات الحكاية? Est-ce que depuis toute jeune t'étais celle qui racontait les blagues dans les dîners de famille? كيفاش معناها؟ Mais absolument pas, figure-toi. On est 4 filles, oui. Ouais. Tu en connais une qui est un sacré personnage, Smahin Lahmar. La réalisatrice. La réalisatrice, absolument.
qui a fait le film J'irai au diable récemment. Yes. Je pense que tu as interviewé également. Je l'ai interviewé, mouche dans le cadre de Khedma Nzifa, mais J'ai lu ouais. l'article, oui. Ouais. J'ai lu l'article et je l'ai trouvé très bien écrit. J'étais pas surprise. Ça se rappelle, on se jette des fleurs, on se fait de la promo. Voilà, c'est fait pour ça, Khedma Nzifa. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire le podcast avec toi, parce que je connais la qualité de ton travail, je m'y suis intéressée et donc voilà, c'est pour ça que je suis ravie. Super. Donc voilà, petite, tu faisais quoi pour petite, je faisais rien, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et pour être honnête, j'étais plutôt effacée, plutôt timide, plutôt dans les jupons de ma maman. Ouais. Je suis d'une fratrie de 5 enfants, donc c'est très dur d'exister en tant qu'individu quand on est issu d'une fratrie de 5 enfants. Et j'ai développé. Non, je suis au milieu, je suis au centre. Donc j'ai développé beaucoup d'empathie, un peu l'arbitre. Contre les conflits dans la famille, donc toujours à essayer justement de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et je pense que c'est l'humour qui m'a aidé justement. C'était ma solution pour justement dissiper les problèmes, les conflits. Alors que c'est tout à fait normal d'avoir des conflits, mais moi j'associais ça à quelque chose de très négatif. J'aimais pas ça. Je voulais qu'on se dirige tous vers la joie, vers des moments plus conviviaux, etc. Donc, quand tu détendais l'atmosphère. Voilà, je détendais l'atmosphère, j'essayais alors je pleurais beaucoup aussi, j'étais une pleurnicheuse, mais c'est vrai que j'essayais de détendre l'atmosphère avec le rire, et je sais que dans mes groupes d'amis aussi, j'étais un peu le petit clown qui, justement, allait parler de choses drôles pour dédramatiser, pour justement passer à autre chose et ne pas rester dans une forme de nostalgie, de mélancolie ou de tristesse. Mais petit à petit, donc on capte un petit peu qu'il y a quand même un petit talent à blaguer, à utiliser l'humour, etc. Donc t'as eu un parcours le classique. J'ai un parcours très classique. Hein. Faut savoir que mes parents, pour eux, ce qui était très important, c'était les études. Donc eux, ils sont arrivés en France, ils ont dû justement laisser de côté les études. Mon père était un passionné de cinéma, et puis ma mère est arrivée, elle était styliste, elle dessinait, puis ensuite elle a été maquilleuse. Ils ont laissé tout ça de côté justement pour subvenir aux besoins de la famille et pour justement survivre dans un contexte qui n'était pas toujours évident en France. Et pour eux, c'était très très important qu'on ait accès à l'éducation et qu'on puisse aller le plus loin possible. Donc le parcours pédagogique, c'est très important déjà en général le Twensa. Mais alors pour nous, c'était encore plus important. Fallait faire doublement ses preuves. Et mon père était féministe, Allah yarhamou. Et donc pour lui, ses filles, elles devaient être instruites et elles devaient justement pouvoir se défendre avec tout ce qui était pédagogique et les expériences de vie. C'était très important pour lui. Donc bon élève aussi. Voilà. Bon élève, pas spécialement. Je pense que j'ai excellé quand j'ai pu choisir ce que je faisais. Dans les parcours généralistes tels que la primaire, le collège, tout ça, j'étais plutôt moyenne. Bon, j'avais des encouragements, jamais des félicitations, je me poussais pas plus que ça. J'étais surtout la bonne copine. J'étais plus préoccupée par ce qui se passait dans la vie de mes amis qu'à l'école. J'avais des coups de foudre, des matières coups de foudre avec des profs justement qui m'emmenaient, dont les matières littéraires. Et non, je pense pas que j'excellais. Je pense que j'excellais nulle part. Je pense qu'à par la suite justement, dans le parcours universitaire et plus précisément dans mon MBA que j'ai choisi, là j'ai commencé à exceller déjà d'une part parce que je payais. les études n'étaient plus gratuites. Donc là, quand tu fais un prêt en tant qu'étudiant, t'as beaucoup plus de pression, mais aussi parce que j'aimais en fait ce que je faisais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un MBA marketing, en fait, gestion des entreprises avec une majeure en marketing, où il y avait beaucoup de prises de parole, de travaux en équipe, mais aussi de travaux de recherche qui m'intéressaient, que j'orientais comme je voulais. Et là, je me sentais sans limite, quoi. Donc, dans tout ça, je retiens, Liane, si quand même, quand tu parles de tes amis, de ton entourage, c'est que tu as de l'empathie, tu remarques des choses, tu essaies d'avoir une vision d'ensemble. Ça, c'est important, je pense, après, pour tes choix, les plus à dire, de scène, de comédie. Donc, ce qu'on dit, on dit qu'un comédien ou un humoriste, il dit يسري يثبت ويسري كبت حاجات ويسري dans magazine et très observateur. Donc ça, je le vois d'après ce que tu racontes de toi au lycée, etc. Et puis, ce côté un peu Zeda de vouloir être là, de communiquer, etc. Donc ça, c'est important, je pense, pour la suite.
باهي كيفاش مالا بشويه كي عملت الام بي نتاعك شنو بديت خدمت من الاول؟ Donc suite au MBA, j'ai fait un stage en immersion en entreprise. C'était un stage qui avait une envergure internationale parce que mes études étaient à l'international à l'université. Puis ensuite, justement, gestion des entreprises, c'était plutôt hexagonal, donc français. Et par la suite, en fait, j'ai développé justement cette envie de continuer avec les langues. J'ai toujours voyagé, en fait. Quand j'étais étudiante, j'étais boursière. J'avais la chance justement d'avoir la bourse. Et je bossais aussi, je faisais des petits boulots d'étudiante à côté. Et c'était important pour moi. Donc je plaçais pas du tout avec Isma, justement avec Smehin que tu connais. On n'épargnait pas, nous. On mettait tout notre argent dans les voyages. Donc on a eu la chance de voyager. Puis on avait cette liberté aussi puisque nos parents nous encourageaient dans ce sens-là. Et donc voilà, on voyageait, on adorait ça. Puis j'étais assez forte en langue, en anglais, en espagnol, ça en aussi, allemand. C'est important. C'est très important. Dans le métier dont on va parler. Dans le métier dont on va parler, absolument. Parce qu'en fait, justement, donc j'ai travaillé pendant des années en tant que consultante média. Donc j'ai travaillé en agence média, en tant qu'exécutive. Puis ensuite, j'ai évolué vers le consulting média. Donc je faisais des stratégies médias pour des clients implantés en France, mais à l'international. Donc sur les marchés sur lesquels ils étaient implantés. Donc médias, c'est très vaste, mais en fait, je travaillais en 360 avec des équipes expertes dans différents médias, tels que la télé, l'affichage, la presse, qui sont des médias qu'on aborde différemment et qui ont des coûts différents. Dans une contrainte budgétaire, j'essayais de voir qu'est-ce qui était le mieux pour communiquer pour la visibilité de mon client. Donc de la com en fait, C'est de la com, mais là c'est plus spécifique parce que la com c'est un message, c'est creative things, donc tu vas créer le visuel, etc. Moi c'est vraiment média. Le visuel est créé, il y a eu le travail de communication et moi derrière je vais vraiment être sur le budget et dire on va mettre 100 000 euros en Russie, on va mettre 20 000 en France, on va mettre en fonction de l'importance et des objectifs du client sur les marchés. D'accord. Donc tout ça est important. علاش نحكيو معناتها على le parcours خاطر c'est vrai. Ce qu'il faut retenir, c'est de regarder le chemin qu'on a parcouru خاطر هو وحده في الاخر يهزك للبلاصه تحب تمشي لها. ستاند ابوز مش واحد يكون قاعد ويقول اي والله اليوم خلينا نبدا هكا نكتب مد ورقه وستيلو تنحضر مون ستاند اب et j'y vais. Il y a des skills معناتها qui sont là qu'on développe. C'est juste pour dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour dire les حاجات اللي نعملوهم. Par exemple, là, ton boulot dans les médias, dans la com, dans la gestion, tout ça, c'est un bagage اللي تخدم بيه بعد par la suite pour ton absolument métier de stand-upeuse. Absolument. Et donc معناتها باش العباد اللي يبداو يقراو تو ما يقولك شوف مال القرايه هذه معيش نقراها, moi je vais faire complètement autre chose. Mais absolument pas. En fait, la magie dans le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Tu prends 5 stand-uppers différents et chacun a un parcours totalement singulier. Ouais, et ça donne la particularité de Et ça donne la particularité. Là aujourd'hui, je suis à Paris, on est plus de 2000 stand-uppers à écumer justement les caves, les cafés-bars, les théâtres, etc. Il y en a pas un qui a un parcours pareil que l'autre. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Donc la magie de ces métiers artistiques, je pense qu'il n'y a pas de prérequis. C'est quoi le point commun? Qu'est-ce qui les le point commun, en fait, tout ce qu'on te demande, c'est pas qu'il y a un point commun. Le point commun, c'est l'envie, je pense, d'essayer en tout cas, parce qu'il y en a qui apparaissent dans le milieu du stand-up et qui disparaissent aussitôt. Hier, j'étais avec un ami au téléphone qui a commencé le stand-up au Canada et qui me dit « Je pense que mon cycle est fini. Je pense qu'avec la pandémie, j'ai plus envie, je me suis beaucoup fatiguée, j'ai beaucoup d'énergie, je veux arrêter. J'ai 44 ans, j'ai envie de me consacrer à la famille, etc. » Mon discours à moi, c'est que créer une famille, etc., ça t'empêche pas d'être stand-upper et de faire ce que tu fais. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Lui, avant, il était producteur dans la musique. D'autres sont étudiants. On a des mecs qui font du droit ou des nanas qui sont... On a des parcours totalement différents. On a des gens qui n'ont pas fait d'études. On a d'autres gens qui ont un parcours artistique qui nous sortent des cours Florent et qui d'un coup s'intéressent justement à l'humour. On a des gens pour qui ça va être une période de vie. Donc, il n'y a pas de règles. C'est de la magie du métier et il n'y a pas de critères à l'entrée. Tu rentres, tu fais tes preuves, tu essaies d'être efficace. C'est dur, mais en tout cas, en mettant le travail, les efforts nécessaires, il y a des choses magiques qui peuvent se passer. Donc, كل واحد عنده les caractères نتاعو et les caractéristiques et son background et ce qu'il a fait. Et à partir de là, il va travailler sur ce bagage-là pour arriver là où il veut arriver. هذا هو. Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais, bien sûr la vie nous met le compte, bien sûr la vie si tu non plus, bien sûr que j'aimerais bien te montrer ailleurs où on ferait pas que fuir, mais bien sûr j'ai pas les moyens, et
quand les poches sont vides, alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées, et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons froids à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Donc Imen, احنا حتى لهوني حكينا كيفاش انت قريت de manière classique, que tu as travaillé en entreprise, que tu as travaillé dans la com et les médias. Dans tout ça, شنو فما t'étais pas bien, tu pensais à faire autre chose, tu commençais à regarder des stand-uppers et à aller dans des petites caves parisiennes. Qui fait le premier contact avec l'humour sur scène? En fait, le premier contact avec l'humour, il est depuis ma plus tendre enfance, tout simplement avec ma mère, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, qui sont, je te le rappelle quand même, des Tunisiennes. Je suis d'une famille tunisienne et l'humour est omniprésent. L'humour est omniprésent dans une famille tunisienne. On a ça dans le langage, mais on a aussi l'art et la manière de tourner tout en dérision, les Tunisiens. Ouais. Pour dédramatiser justement, pour détendre l'atmosphère, pour passer à autre chose. On a cette manière justement subtile de tout ramener à l'humour. وانت في هذا كل, ça te disait, ça, tu voyais ça comment, tu voulais pratiquer comment? Est-ce que تفرجت منعش انا في تونس في ماكي وزكية, je sais pas, qu'est-ce que c'était quoi ton rapport à la scène? Moi je suis plus arrivée sur les émissions tunisiennes avec Chouf les Hal, ce type d'humour beaucoup plus classique, et la vérité c'est que j'ai toujours aimé ça, j'ai été bercée là-dedans, mais le côté tunisien c'est plus ma famille qui me l'a apporté dans l'humour, ou encore les membres de ma famille comme mes oncles, etc., qui sont extraordinaires. Enfin, c'est des gens qui sont drôles naturellement, et qui te sortent des punchs toutes les deux phrases, parce que c'est moqueur, parce que c'est toujours placé au moment où on s'y attend le moins. Donc il y a un côté génétique, je pense qu'il y a un côté génétique. Après, moi j'ai grandi avec Le Prince de Bel-Air quand même, qui est une émission que j'aime énormément, et ça m'apportait beaucoup de joie, et ça me permettait de voyager aussi. Donc j'étais très jeune influencée par l'humour black américain. D'accord. Donc tes influences soulanines black américain. Absolument. وشوية مقاير تونسي. مقاير تونسي. Donc ça fait un mélange assez spécial qui est Imen Lahmar. Et qui n'est pas encore, là on n'est pas dans l'humour français. Pas encore. Non, on n'est pas dans l'humour français. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'humour français? Qu'est-ce que c'est que l'humour français, si on devait le définir? Parce que en France, finalement, on a tous des origines. Je sais pas ce que c'est que l'humour français. Est-ce que c'est l'humour à la Bigard? Est-ce que c'est Coluche? Est-ce que c'est Gad Elmaleh? Enfin, qu'est-ce que c'est que l'humour français? On a, je pense, l'humour francophone. On a des codes français de l'humour. En revanche, qu'est-ce que c'est que l'humour français? Puis le stand-up, finalement, c'est une discipline qui nous vient des États-Unis. On a le seul en scène, qui est une discipline différente. Donc là où on va intégrer des personnages, où on va théâtraliser. Ce qu'on appelle le one-man show. Le one-man show. Mais on a le stand-up pur, qui nous vient quand même des États-Unis, qui est une discipline, justement, de parler de soi, aller en introspection, parler avec les autres, et le faire sous forme humoristique. Donc du coup, alors si je recontextualise tout ça, on est donc dans cette phase où tu bosses, où tu as toutes ces influences en tête. وقتاش ركزت مع stand-up? والله ركزت parce que je sentais que j'avais fait un peu le tour des médias, j'ai énormément appris, j'ai eu affaire à des gens extraordinaires, et puis surtout dans les open space ou les équipes dans lesquelles je bossais, dès que quelque chose ressortait, c'était la drôlerie, parce que on faisait des heures sup, etc. Et dès qu'il y avait un peu de tension, on détendait l'atmosphère. Je faisais des dingueries dans l'open space. J'ai toujours eu ce rôle de venez on rigole, venez on dédramatise. Et puis j'hésitais pas à jouer des personnages dans l'open space avec mes collègues, etc. Donc c'est un truc qui revient, mais qui est assez naturel finalement, et tellement naturel que je me rends pas compte de tout ça. Mais c'est quand j'ai des retours de mes collègues, ou quand je fais un pot de départ et qu'on me dit ça va nous manquer parce qu'on se tapait des barres de rire, qui va nous faire rire, qui va, tu vois, et c'est là que tu te dis mais quand même, c'est pas pour autant que je me suis dit je vais faire du stand-up, parce que on peut être drôle dans la vie de tous les jours, mais pas avoir les qualités nécessaires pour monter sur scène et faire rire les gens. C'est deux choses distinctes.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais, je pense, enfoui à l'intérieur de moi l'envie de faire un métier artistique, que je ne savais pas lequel c'était, que j'étais pas forcément intéressée par l'acting, mais que l'humour, en fait, c'est ce que je regardais depuis la plus tendre enfance. Plus mature, on va dire, j'ai commencé à regarder les Américains. Bon, Dave Chappelle a toujours été la personne que je regardais le plus. D'ailleurs, je vais avoir la chance d'aller le voir là à Paris. Il vient, ça coûte une blinde, by the way. Il coûte plus de 100 € la place, mais on va quand même aller le voir. C'est un investissement. C'est un investissement immobilier, mais on va aller le voir. Josh Carlin aussi, mais également des mecs plus récents qui sont arrivés comme Trevor Noah. Ouais. Voilà, qui anime le Daily Show, qui amène une autre forme d'humour, qui est plus engagée, etc. Comme Hassan Minhaj, qui est un Américain aussi, mais indien. Enfin voilà, des jeunes qui m'ont fait prendre conscience que l'humour, finalement, ça passait, on pouvait véhiculer énormément de choses, et que ça permettait justement de passer un message fort, tout en rigolant et en étant en dérision de nous-mêmes ou de la société dans laquelle on vit. Ça nous permet aussi de dénoncer certaines choses. Donc, c'est ce côté-là qui t'intéresse. Donc, c'est pas l'humour premier degré. L'humour propre. Alors, il n'y a pas de premier... Moi, je premier degré. Je veux dire l'humour... De faire rire, oui, parce qu'on peut rire de tout finalement. On peut rire de choses beaucoup plus accessibles, de notre quotidien, etc. Mais d'avoir vu justement ça et d'avoir écouté beaucoup ces mecs-là, je me suis dit mais en fait c'est génial, c'est possible. Après t'as eu justement des nanas. À l'époque je regardais Muriel Robin qui est d'une autre génération. T'as des nanas comme Anne Roumanoff. Et puis ensuite, t'as plus récemment des nanas comme Nawel Madani ou d'autres qui sont arrivées et qui m'ont fait comprendre que c'est aussi possible pour une nana parce qu'il fallait aussi s'identifier et se dire c'est possible. Et à un moment donné, je me suis dit mais si c'est possible pour elle, peut-être que moi je pourrais. Donc ce peut-être, il a duré quand même quelques années. Faut savoir que moi je me suis lancée dans l'humour de manière très discrète et cachée. J'ai été à New York. J'ai appelé une de mes amies qui vit à New York et je lui ai dit écoute j'aimerais venir quelque temps chez toi, j'aimerais essayer le stand-up. استنى باش نعمل لك بوز. قبل ما تمشي لنيويورك واسيي وديسكريتمون وكشي. Alors انت البروسيس اللي تعدى في مخك وقت à quel moment ولا شنو صار ولا كيفاش ديكليك اللي كنت قاعده قلت والله j'aimerais essayer le stand-up. Alors j'ai arrêté dans un premier temps les médias parce que je me sentais plus heureuse, plus épanouie. Pas dans mon métier de tous les jours, mais dans tout ce que ça comprenait. C'est-à-dire aller au travail. Je travaillais pas loin de la Défense et tous les matins, je descendais du RER, ce même RER, où je voyais se déployer des milliers de corps, marcher au même rythme pour aller vers le travail. Des gens pas très heureux, des gens avec des expressions de visage. Et à chaque fois, je me disais, mais j'ai pas envie d'être ça, mais j'étais ça. Et donc, voilà, c'est tout un process, en fait. Je pense que c'est le fait de me connaître davantage, de me poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi j'étais pas à l'aise ou pourquoi je savais. C'est comme si je savais, c'était à l'intérieur de moi, que j'allais pas continuer là-dedans, en fait. هذا واضح. عرفت اللي انت ما تحبش تكمل هكاكا اللي tu as fait ton expérience et qu'il est temps d'aller voir autre chose, d'aller voir sous d'autres cieux qu'est-ce qui s'y passe. Absolument. كي قررت على ما منعش على ما قمتش تعمل بيانو علاش ما قمتش pourquoi le stand-up? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui un jour m'a posé la question, qu'est-ce que tu observes, quels sont les gens que tu admires? Et moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour les orateurs, les grands orateurs, les gens qui prenaient la parole. J'ai toujours observé les prises de parole des présidents, des politiques, des stand-uppers, et je trouvais que il y avait tellement de noblesse dans le fait de faire rire les gens, tellement de générosité, et j'étais en amour vraiment. J'avais beaucoup d'amour pour les gens qui arrivaient à me faire rire. C'est une émotion. En fait, il y a cette expression que j'aime énormément qui dit que le rire est la plus courte distance entre deux âmes. Et je pense réellement que même quand on connaît pas un humain, si on arrive à le faire rire, on arrive déjà à se faire aimer de cette personne. Et j'avais de l'amour pour toutes les personnes qui me faisaient rire, toutes celles que j'ai citées. Mais j'étais amoureuse du Prince de Bel-Air. Moi, j'étais amoureuse de Will Smith. En même temps, bon, même sans Prince de Bel-Air. Même sans Prince de Bel-Air, mais je le trouvais tellement drôle quand il arrivait. Donc c'était ce mec qui était triste finalement parce qu'il a un peu été abandonné, mais il a été repris par son oncle et il était tout le temps joyeux, tout le temps, même s'il y avait des moments, il y avait des messages assez subtils où on avait des moments de nostalgie ou de tristesse de Will justement parce qu'il se rendait compte que son père était pas à la hauteur, etc. Mais c'était une famille tellement drôle, puis les personnages, la cousine, Jazz, le pote, voilà, c'est assez exceptionnel et je me suis rendu compte. Tu sais pas, en fait, t'es petit, tu grandis, t'as des figures comme ça qui reviennent souvent.
Et d'ailleurs, j'aime toujours Will Smith, pas pour tous les films qu'il a fait, que je trouve extraordinaires, mais pour Le Prince de Bel-Air. Pour moi, c'est Le Prince de Bel-Air, Will Smith. Bah oui, je pense pour toute la génération, en tout cas, qui a Absolument. les années 80 et 90, c'est ça. Donc j'aimais aussi MacGyver. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un amour fou pour la Jeep. Donc ça va, tu t'es pas reconvertie en cascadeuse. Non, je me suis pas reconvertie. Je pense que j'ai pas l'intelligence de MacGyver, malheureusement. Je n'arrive pas encore à faire fonctionner une voiture en bidouillant les fils. Non, j'ai pas encore ce talent. Mais j'étais amoureuse de MacGyver. قالوا شبيك هكا وليت قلت لهم هكا وليت وقالوا شبيك يا قلبي كسيت قلت لهم الدنيا كسيت بابا قال لي جيب فلوس والماما قالت لي جيب ولاد وانا ما لقيتش بها وين يحبوني نكيتي البلاد وانا ماني دوني انتو مالينا كارارارارا الله يكون في عوني والدنيا دوارة ونسيت اللي نسوني والناس الغدارة وينهم اللي حبوني هرق الحب سكارة أنا لي نغلط ومنتوب ومرة نسيب ومرة نخيب وأعرف في الثعلوبة وثعلوب وتعبر راس فرغ الجيب ورزنت على كتافي ذنوب بسيكوبات شوفولي طبيب واللي سميته حبه بكى مع النعجة كلام عالذيب وانا ماني دوني انتو مالينا كارارارارا الله يكون في عوني والدنيا دوارة ونسيت اللي نسوني والناس الغدارة وينهم اللي حبوني هرق الحب سكارة باهي باش نرجع donc du coup انت وقتها مع الكوتش tu as exploré les personnages que tu admirais, les gens que tu... C'est ce qu'il m'a demandé de faire, effectivement. Et tu as trouvé ces personnages scéniques. Et je me suis rendu compte que d'un point de vue général, j'aimais les gens qui prenaient la parole. Okay. Qui étaient sous les projecteurs pour prendre la parole et pour passer un message. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai compris que j'aimais encore plus. Donc j'ai fonctionné en entonnoir les gens qui prenaient la parole dans l'objectif de faire rire. Pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie d'être. Et j'ai exploré mes croyances limitantes. Parce que moi, je me suis jamais dit, écoute, tu vas être humoriste, c'est évident, c'est ce que tu vas faire dans la vie. Non, j'ai pas eu ce truc-là. Dès le plus jeune âge, je vais être humoriste comme certains d'ailleurs. Je sais même pas si c'est une chance, parce que t'as des gens qui disent, moi, j'étais né pour ça, c'est fabuleux. Non, moi, je pense que en vrai, c'est une bonne chose de savoir très jeune ce qu'on veut faire et d'être passionné et de pouvoir s'y appliquer dès le plus jeune âge. Mais je pense qu'à tout âge, on peut se lancer et qu'on doit laisser de côté justement les croyances limitantes. Et si on a un truc pour ça et si on a envie d'y dédier du temps, parce qu'après il faut du temps, il faut du travail, on y arrive. Il n'y a pas de secret en fait. اسمع هو سي ضحك الفاز على خاطر سي فرسترون اي جو كوني سا كون تو دي تسمع العباد الكل بجنبك في الفاك يقول لك انا حياتي كامله نحب نقرا القرايه هذه اي تو تي دي نو جي با تellement c'était pas évident on va dire. Non, c'était pas évident et quoique à la fac moi je me posais pas encore de questions parce que j'étais tellement programmée pour faire des études et un travail qui est dans la continuité de mes études, que je me suis pas posé la question. Parce que j'étais programmée. Jusqu'au jour où petit à petit, ça a commencé à se déprogrammer déjà dans mon corps, dans mon mindset, et je me suis dit, mais en fait, allez, je vais commencer, même si je commence à 50 ans, je préfère commencer plutôt que à 70 ans me réveiller avec des regrets. Donc, أول conseil متعمني, déprogrammez-vous. Déprogrammez-vous, mais absolument, absolument. Donc c'est déjà écoutez-vous, c'est très important pour moi. Écoutez-vous, n'écoutez pas les gens. Les gens malheureusement, ils vont pas t'encourager, ils vont pas te dire waouh c'est super, tu peux y arriver. On a ce truc en Tunisie malheureusement, on se moque beaucoup des rêves, des aspirations des gens. On se moque et dès le plus jeune âge d'ailleurs, on se moque des gens. C'est ce qui te laisse justement
dès le plus jeune âge, tu te dis que t'es pas capable, voilà, t'as des complexes sur ton poids, sur ton apparence physique. Et je connais des mecs qui sont petits, on les appelle les oiseaux. Donc dès le plus jeune âge, on ancre des choses, on se rend pas compte, qui peuvent justement changer une trajectoire de vie. Ah, et limiter, exactement. Donc, ce qui est bien, par contre, c'est que tu t'es déprogrammé, tu as voulu tester quelque chose, mais خذيت حذرك شوية quand même. Donc, d'où l'idée de New York d'aller tester من غير ما حد يفيق بيك. Exactement. Donc, كيفاش عملت؟ مشيت عملت في نيويورك؟ نرجعوا لها توا. Donc j'ai été à New York et puis je me suis renseignée sur les cours d'impro, sur. علاش في نيويورك ومش ما قعدتش في باريس فما خاطر؟ Parce que New York, le stand-up, tu vois, c'est. Okay. Yes, you know. Baby, yes. Okay. Non, parce que c'était un rêve, en fait. Ouais. C'était un rêve. Et c'est fou parce que quand j'explique ça aux gens, souvent, on me dit, mais en fait, t'as commencé par le plus dur. Ouais. Sauf que pour moi, ça semblait tellement plus facile que de me prendre un bide à Paris, dans un contexte où je connais les gens et je les côtoie. Il était hors de question que j'échoue devant des gens que je connais. Okay. Et donc, j'ai été à New York. Mon premier ce que j'ai fait, donc, j'ai pris des cours d'impro. Donc, t'as des cours qui sont assez accessibles et t'as des écoles, comme ça, qui sont finalement des boîtes à sous, qui vont te proposer un cours par semaine. Bien sûr. Okay. Il peut s'inscrire, tu t'inscris. Et puis, c'est à quelques centaines de dollars, $200. كل واحد السوم نتاعو حاسيلو. كل قدير وقدره. كل قدير وقدره. Après, c'est pas intensif, hein. Peut-être qu'il y a des parcours plus professionnalisants, je ne sais pas. Sûr, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est un truc accessible qui me permettait très rapidement de monter sur scène pour voir. Je voulais juste sécuriser. Donc, j'ai fait 2-3 cours comme ça, de 2 heures, sur 2-3 semaines consécutives, où j'ai appris les bases, où on me faisait un feedback sur ce que je racontais. L'anglais, bien sûr. En anglais. Ouais. Mais juste حلوا المقاوس اللي تاو يخموا راهو لازم quand même une bonne maîtrise de l'anglais. Oui. Pour aller à New York, ouais. Pour aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, pour faire du stand-up là-bas. Sauf si on intègre un stand-up français. Mais il faut déjà être stand-upper pour justement être invité sur un plateau français. Et donc c'est plus difficile. C'est pas plus difficile. C'est juste un parcours différent. Faut juste que t'aies l'expérience nécessaire pour aller là-bas. Et les connexions aussi. Donc, قعدت غاديك quelques semaines. خرجت بشنو خرجت؟ خرجت mon premier 5 minutes dans un club qui s'appelle le Gotham Comedy Club dans Manhattan, où on m'a proposé justement, suite à ces cours, il y a Andy qui m'a proposé justement de faire un 5 minutes sur un plateau avec plusieurs humoristes. On partageait. Certains d'entre eux ont suivi les mêmes cours que moi sur 3-4 séances. Et donc, j'étais la seule française. Et on a fait ce 5 minutes devant une salle de 250 personnes. Donc, ce qui est une salle quand même assez importante. Oui. Parce que je tiens à dire quand même qu'on joue des fois des soirs devant 4 personnes. Voilà. Pour les gens qui savent pas. Et, c'est très dur. Mais c'est les aléas du métier. Ça reste un entraînement. Et donc, ça se passe plutôt bien. Parce que je me rends pas compte, mais dans ma peur, dans mes craintes, je véhicule un truc un peu bizarre sur scène, tu vois. Et finalement, ça se passe super bien. Donc j'ai cette illusion que... T'as un retour, t'as fait les 5 minutes, Ah oui, Ah bah oui, mais justement, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, les gens rient, les gens sont réceptifs, on est dans l'écoute, j'ai des potes qui sont dans la salle, je suis super contente. Et là, je crois que vraiment, je suis la future star du stand-up, quoi. Donc, روحت قلت له هو. لا روحت, je suis retournée travailler, parce qu'il y a quand même une réalité. رجعت نخدم. Et après, j'ai commencé justement les laboratoires. Et là, j'ai compris que non, j'étais pas du tout une star du stand-up. Que j'avais énormément de choses à apprendre et que je continue d'ailleurs aujourd'hui d'apprendre. Mais surtout que ce qui s'est passé là-bas, c'était une expérience isolée. C'était un coup de chance, mais que ça allait pas toujours se reproduire en fait. Qu'il fallait travailler. Déjà que les codes étaient différents. C'est étrange, mais c'est plus facile pour moi parce que je pense que j'ai été beaucoup influencée par les Américains ou les anglophones de lancer une punch en anglais qu'en français. Le duo? Non, parce que je me suis formatée. Voilà. Je me suis formatée, ouais. Donc, روحت إيمان de la réalité. Tu t'es dit c'est une expérience isolée, mais en même temps, t'avais envie de continuer. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour... Non, j'ai repris le travail dans un premier temps. J'ai continué à taire cette passion, et puis après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, j'ai kiffé mon expérience, en fait. C'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Là, cette sensation d'être sur scène et de faire rire les gens. وشنو الحاجات اللي تخمم فيهم وقتها اللي تقول
On sait tous que les métiers d'art ماهمش stables plutôt, financièrement surtout. شنو les questions qu'on se pose en transition comme ça entre un métier plutôt stable, plutôt يدخلك معناتها يعيشك, et entre le choix d'aller vers une autre voie qui est pas très sûre. Mais en fait, on pense pas forcément à tout ça parce que on sait que la stabilité d'un métier classique, ça te rapporte un salaire tous les mois, ce qui n'est pas forcément le cas d'un métier artistique où, si t'excelles pas dans ce que tu fais, si tu te fais pas connaître, tu vas pas forcément pouvoir en vivre tout de suite. Ouais. Donc c'était pas forcément ma problématique l'argent. Après, c'est vrai que j'avais cette chance moi la chance que j'avais justement, c'est que j'avais mis un peu d'argent de côté qui me permettait justement une certaine soupape de sécurité pendant un laps de temps. Aujourd'hui, je suis pauvre. Je tiens à tout le dire. Aujourd'hui, j'ai tout dépensé. Aujourd'hui, j'ai tout dépensé. Mais j'ai plus rien. D'ailleurs, je vais dîner ici ce soir. Donc, je veux dire, c'est un point important dans cette transition, ou là pas du tout? L'argent? Oui. Je pense que pour certaines personnes, c'est très important et qu'il vaut mieux vivre toute sa vie dans un confort et une stabilité professionnelle qui vont te rapporter justement cette sécurité, cet argent. Et pour d'autres, que c'est beaucoup plus important de vivre réellement de sa passion, même si on a moins d'argent ou voire pas du tout. Ça dépend où tu places le curseur, ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est comme partout en fait. Fitounos, t'as des gens qui vont vivre très bien avec 1200 dinars et t'as des gens qui vont vivre pas super avec 10 000 dinars. Ça dépend d'où tu places le curseur. Honnêtement, je pense que les choix que j'ai faits, ça n'a aucun prix en fait, parce que je suis vraiment animée, passionnée par ce que je fais. Et si je devais revenir à mon salaire d'avant et cette stabilité, je le ferais pour rien au monde. Je ne le ferais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, justement, je déploie d'autres activités qui sont aussi liées au stand-up, mais qui sont, même si elles sont totalement différentes, qui me permettent justement de faire de l'argent et de vivre dignement, on va dire. Merci pour la franchise par rapport à cette question. Donc, du coup, c'est ce que je veux faire. شنو عملت في فرنسا? J'ai commencé très timidement. J'ai été dans ce qu'on appelle les labos du rire qui existaient à l'époque au Paname, donc qui est l'endroit par excellence pour le stand-up. Juste, tu t'inscris? Tu t'inscris, ouais, et tu testes. C'est des formats de 5 minutes. Il faut être rapide et efficace. Le public? Le public du Paname. Donc c'est un public de Parisiens qui vient très régulièrement dans ce lieu-là, qui est connu pour le stand-up. Donc tu vas partager un plateau avec 7-8 humoristes, et puis tu vas faire ton passage et tester. Tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Il y a une sélection ou la tralles ou la kiffesh? Tu ne payes pas, tu demandes à faire le labo. Le labo, c'est pas un plateau professionnel. Ensuite, tu as aussi des plateaux professionnels dans ce même lieu où ils prennent des stand-uppers qui sont connus pour ça et qui vont assurer une certaine qualité, on va dire, de stand-up. Ok. Donc t'as des niveaux intermédiaires, t'as des niveaux, mais t'as aussi ces professionnels qui sont là depuis un certain temps et qui vont tester aussi. Ils vont tester des vannes, mais on sait qu'il y a une certaine qualité qui va être garantie quand même sur ce plateau. T'as les labos qui sont pour les plus débutants, en fait. Donc avec le démarrage, t'es obligé. Oui, absolument. L'école commence vraiment là. Et donc, l'école commence dans la pratique. En fait, j'ai été une fois, j'ai pris un bide. J'ai pris un grand bide et ça m'a calmé pendant 2 mois, je suis pas remontée. C'est bon. Écoute, c'était terrible parce que je te dis, moi je reviens de New York, je crois que je suis une étoile montante du stand-up, que c'est ça la vie. Donc attention, parce que il y a plein de gens qui aimeraient être, on va rester sur la réalité tunisienne, qui aimeraient être Instagrammeur ou Instagrammeuse. Il y a plein de gens qui aimeraient être chroniqueurs de TV. Il y a plein de gens qui aimeraient être au cinéma, film ou salsel, je sais pas, acteur, actrice, etc. Il y a l'idée qu'on s'en fait et il y a ce que c'est réellement. Et c'est 2 choses totalement distinctes. L'idée qu'on s'en fait et la réalité. Mais c'était un peu ça. Moi, il y avait l'idée que je me fais du stand-up, avec cette expérience à New York qui vient sublimer, magnifier tout ça. Et la réalité qui est ma réalité, parce que je vis en France, qui est la réalité du stand-up en France. Et surtout, mes limites à moi. Et le public, il est différent. Le public est différent. Mais le public du Paname, c'est un public aficionados. Donc c'est des gens qui connaissent l'humour, donc qui ont des attentes certes, mais qui est là pour rire. Donc si tu veux, si t'es pas efficace, c'est ta faute.
Et si tu prends un bide, c'est clairement ta faute. Va pas chercher d'autres excuses. Donc شعملت به كيف الاخر خرجت En fait, tu prends un bide et tu te rends compte que c'est un cadeau, le bide, dans le stand-up. Je m'en rends pas compte tout de suite parce que je suis pas expérimentée, mais je vais ensuite avoir la chance de rencontrer des stand-uppers ou des humoristes qui vont me dire mais Méni, tu dois pas disparaître de moi, tu dois remonter le lendemain. Tu te dois de t'exercer jusqu'à ce que tu tiennes le bon set, la bonne formule avec ce même sujet que tu souhaites exposer et que ce soit efficace. Tu dois pas fuir. L'échec, on l'a tous. Et les gens l'ont après 10 ans d'expérience, après 20 ans d'expérience. C'est pas grave. En fait, tu apprends et tu deviens expert en échouant. C'est quand même assez dingue. Ouais. Sauf que là, l'échec, tu le vis pas de ton côté de manière, tu sais, un peu artisanale. Non, là, tu l'exposes. Là, t'exposes l'échec, donc il faut vivre avec. Ouais. Et c'était la première fois que je mangeais un échec de manière exposée. Mon ego a pris une claque incroyable. Mon ego, il a été plié. On lui a fait une clé de bras. On lui a dit, oh, rat de femme. Et ça a été très dur pour moi. Ok, Jade, donc tu t'es boosté à bloc avec ces conseils, des gens qui t'entouraient. J'ai mis du temps, et puis je me suis surtout posé la question de est-ce que tu vas laisser un échec décider de ta trajectoire, ou est-ce que tu vas remonter sur le tatami et lui mettre toi-même une clé de bras. Et puis, je lui ai pas encore mis une clé de bras, ce serait prétentieux, mais j'évolue, absolument. La remontée sur scène après le premier beat qui fait Shkenet. Elle est partie avec des croyances limitantes et avec une idée que j'allais bider encore, mais qu'il fallait que je l'embrasse. Je vais bider et c'est cool, je vais en rire. Ça va me glisser dessus, tu vois. Sauf que j'ai rebidé et j'ai repleuré. Mais après, tu te quand même ta manière d'accepter le bide et de remonter et de rebondir. Absolument. Maintenant, un bide, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau, je l'accepte et je l'utilise en plus. Je l'utilise, mais c'est génial. Tu sais que, en fait, dans ce métier, plus t'as des échecs, plus t'as des névroses, plus tu peux les utiliser à bon escient et les mettre au service de ton art. C'est ça qui est extraordinaire. Si t'acceptes pas tout ça et que tu veux t'en cacher, et c'est dommage en fait. وقتاش جاك أول retour positif en France? Tu t'en rappelles? Je pense que le vrai retour positif, ça a été mes potes il y a un club qui s'appelle le Loup Comédie, c'est un comédie club à Paris que j'aime énormément, qui est basé dans un hôtel qui est l'hôtel Inca, I-N-K-A. Donc c'est 13 boulevard du Temple dans le 3e arrondissement de Paris. Déjà, c'est une ambiance très cosy, t'es installé dans des fauteuils, tout ça. Et les cofondateurs de ce lieu-là m'ont proposé, un jour, ils m'ont contacté, juste après la pandémie, ils m'ont dit, écoute, nous, on est en train de créer une troupe et on aimerait que tu sois résidente, que tu viennes jouer régulièrement chez nous. Est-ce que ça te dirait d'être une résidente parmi nous? Et ça, pour moi, ça a été une étape importante. Ouais. Parce qu'en fait, les équipes se constituent, les familles humoristiques aussi se constituent. Et ça voulait dire pour moi, pour une fois, en fait, j'avais le sentiment que des gens qui sont dans ce métier depuis un certain temps et qui ont un certain niveau voient en moi du potentiel. Et tu sais, on est tellement nombreux sur Paris que quand t'as ce retour, ça te motive et tu te dis, oh, mais c'est génial en fait. Donc ça m'a donné un élan. Ça a été une réussite. Donc elle est pas scénique, elle est pas sur scène parce que j'en ai eu, heureusement, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu la chance de jouer en Belgique où ils sont encore plus réceptifs et c'est encore plus différent. Mais généralement, je prends du plaisir dans toutes mes scènes en fait. J'ai joué en Tunisie, je mentionnerai pas, mais c'est une association de jeunes étudiants qui m'a appelé. Ils ont créé un format justement de stand-up comedy. Le lieu se prêtait pas au stand-up comedy. C'est pas pour me donner des excuses, mais c'est un lieu qui s'étendait avec une acoustique très particulière, etc. Je crois que c'est l'équivalent du basement ou un endroit comme... Je sais pas si c'est ce lieu-là, mais l'équivalent en étendu. Donc voilà, c'était un peu une première, je pense, pour eux. J'étais avec Melik Belkhouja, qui est un comédien que j'aime beaucoup à Paris, un pote, un Algérien qui est plus tunisien qu'algérien, même s'il veut pas le dire. Mehdi, qui est aussi un pote. Ouais. Donc j'étais avec Mehdi. Ouais, c'était ça, c'était tous les trois. Donc on faisait chacun 15 minutes. Et j'ouvrais le bal, donc. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, je leur ai juste demandé, comme on fait à l'étranger, de ne pas être filmé. Donc on demande généralement dans un plateau de stand-up de ne pas filmer parce que c'est notre matériel, on travaille dessus et on le teste. Donc des fois, ça se passe pas comme on veut. On veut pas que les gens aient ça. Ce qui se passe là reste là. Puis après, nous on travaille dessus, on le réexpose. S'il a été exposé, on peut plus vraiment le réutiliser puisque les gens nous connaissent pour ça. Donc voilà, c'est un peu des codes. Et donc ils me disent, ok, pas de problème, t'inquiète pas, les gens ne filmeront pas, ne prendront pas de photos. Puis j'arrive là-bas,
J'arrive dans les loges et là, j'apprends qu'il y a une télé, une chaîne de télé qui va nous filmer sur scène. Donc je dis, en fait, je comprends pas ce que vous avez pas compris. Donc je dis que le public doit pas nous filmer et toi tu me ramènes une échelle encore plus grande, qui est une chaîne nationale qui va filmer l'intégralité sans te faire signer de contrat, sans te demander de droits. Donc ça c'est aussi la réalité tunisienne. Donc tu sais pas où ça va, tu sais pas dans quelle émission, mais les mecs veulent ton autorisation pour te filmer. Donc j'ai dû m'opposer à ça et dire, s'ils me filment, je ne fais pas. Bien alors sûr. que je venais de France pour ça. Je venais de France pour ça. Je l'ai fait de manière gracieuse. Donc, je tiens à dire quand même qu'on est rémunéré quand on se déplace, etc. ou quand on fait des plateaux dans des contextes spécifiques. Et là, j'étais pas rémunérée. Je le faisais vraiment parce que j'avais un coup de cœur pour ces jeunes qui prenaient l'initiative. Et du coup, je viens de France. Et le soir même, je pense qu'on s'est mis d'accord sur les choses. Et finalement, on me dit non, tu seras pas filmé, c'est confidentiel, etc. Mais là où je pense qu'on va passer un moment convivial entre nous, on me dit ok, mais finalement on me ramène une chaîne télé. Donc là je me dis, je crois qu'on s'est vraiment pas compris les gars. Donc ça m'a un peu refroidi parce que je me suis dit c'est dingue quand même. J'ai demandé à pas être filmé. Les caméramans qui étaient là m'ont un peu pris de haut parce qu'ils ont pas compris. En fait. Tu vois. Mais honnêtement, c'est pas pour être méchante, hein, mais c'est pas l'avis de quelqu'un que je connais pas qui va avoir un impact sur moi. C'est juste que ça m'a fait comprendre que y allait avoir des codes de communication, tout ça qui sont différents et qu'il faut faire attention. Okay. Et d'autant plus que j'étais la seule à avoir dit parmi les comédiens, non, je ne souhaite pas être filmée. Parce que les autres sont venus en loge en me disant mais pourquoi ils viennent nous filmer, mais c'est quoi le délire? Mais on a eu les mêmes interrogations. J'ai été la seule, on va dire, à verbaliser ça et à m'opposer clairement non, ils ne me filmeront pas. Donc bon, expérience Tunisée ماهيش expérience Tunisée. Après j'ai eu une expérience Tunisée qui était très intéressante. Fissou, ça dans un casino. Donc c'était une agence événementielle qui m'a contactée et figure-toi que vous avez un point en commun avec cette agence événementielle parce qu'ils voulaient un comédien francophone, un humoriste qu'ils ont pas réussi à avoir, qui est le même que celui que tu as mentionné tout à l'heure. Et finalement on les a redirigés vers moi. J'avais très peu d'expérience à l'époque et c'est drôle parce qu'en fait je fais ce 15 minutes et c'est drôle parce que je passe entre un cracheur de feu, des gymnastes, le public est totalement bourré, je dois passer à 21h, finalement je passe à 23h, donc les gens parlent pendant que je parle, ça a été une traversée du désert. C'est quoi? Non, même pas Tounsi, qui est gala généralement, parce qu'après j'en ai parlé pareil avec des humoristes, mais il était trop tard, qui m'ont dit « Ah non, on n'accepte pas de faire des galas parce qu'on sait que c'est des bourbiers et que les gens ne t'écoutent pas et c'est très dur pour un humoriste de passer par ça, mais c'est bien que t'aies fait l'expérience finalement. » Ah, donc on a quand même des conseils. T'as offert le podcast et des choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire. Pas faire, non, parce que je pense que... C'est bien de se faire son expérience. Je pense il faut tout faire. Tu sais, là, par exemple, j'ai demandé à Paris, j'ai dit à mes potes, je veux faire la chicha. Parce que la chicha, c'est le passage du feu. Quand t'es stand-upper à Paris, parce que le public peut t'interrompre, peut t'insulter, peut te regarder de travers. C'est un public qui est très particulier. Une audience qui est pas forcément attentive et respectueuse. Oui, mais dans quel arrondissement? Partout. Si tu fais du stand-up en chicha, tu vas prendre de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un bar à chicha, voilà, exactement. Un bar à chicha, ok. Donc si tu fais du stand-up en chicha, il paraît que c'est une expérience assez inédite. Mais la margée ahkina. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. I dream of dawn and silver
Alors, question, Imen, dans tout ça, pendant cette période où tu explorais, où tu cumulais les expériences aussi bizarroïdes les unes que les autres, كيفاش كنت تصرف على روحك? Avec le petit, les habitants, voilà, tu faisais des petits boulots quand même. Voilà, c'est payant ce que tu faisais aussi. Alors j'ai eu, il y a eu des prestations qui ont été rémunérées. Et puis j'avais justement cette soupape de sécurité, l'argent que j'avais pu faire avant. Sans compter que à Paris, en banlieue parisienne, j'habite avec ma mère qui justement prend en charge beaucoup de choses et qui me permet justement de vivre les choses que je vis. D'accord. Ouais. Alors, la dernière partie qu'on va aborder, c'est justement à côté de ça. Donc, tu es en train d'évoluer petit à petit, donc de monter les échelons qui marquent le labo, Oui, maintenant, je fais des plateaux plus professionnels, etc. Oui, ouais. Absolument. Et entre-temps, Zeda Arkina, d'ailleurs, Lyoum Gina, tu formes en art oratoire. Donc, Arkina, cette expérience d'art oratoire, kfesh dakhalta, ou kfesh plutôt mchitelha dans ce circuit-là. Écoute, on a, nous les artistes, en tout cas, eu beaucoup de temps pour réfléchir sur nos vies, pour abandonner aussi nos passions. Parce que la pandémie, ça a été terrible pour nous. On n'a pas pu justement pratiquer. La scène nous a manqué pour la plupart. Et puis, c'était le temps des introspections comme pour la plupart des gens. Je pense que ce qui a lancé justement les formations en art oratoire, c'est qu'il y a eu cette initiative d'organisation, une volonté d'organisation du championnat du monde d'art oratoire en France. Et on m'a proposé, dans le cadre de cette organisation, d'accompagner, de coacher, en plus du coaching principal, les participants de ce concours. L'opportunité, donc c'est des connexions. On m'a contacté. Okay, on m'a contacté, on me connaissait par les réseaux, etc. Super. Et on m'a contacté pour me proposer ça. Donc je faisais partie d'une équipe. Donc il y avait différentes disciplines dans ce championnat, la mémorisation, la lecture rapide et l'art oratoire. Et on m'a proposé pour l'art oratoire, donc bien évidemment je me suis sentie investie d'une grande mission, puis j'ai trouvé ça extrêmement challengeant et intéressant. Ça veut dire quoi qu'être l'art oratoire? Qu'est-ce que tu devais faire? L'art oratoire, c'est la prise de parole en public. Donc c'est comment on peut de manière timée, donc dans un laps de temps, sur un sujet précis, exprimer une intention orientée de la manière la plus efficace, la plus éloquente possible. D'accord. Donc il y a des codes, il y a des techniques, il y a des outils. Absolument. Et donc cette expérience-là, elle a duré combien de temps? Cette expérience, elle a duré sur 1 mois à raison d'un accompagnement. Donc une expérience pendant 1 mois et qui t'a fait comprendre. Martha, c'est comme ça que t'es venue l'idée de te dire, je peux faire des choses à côté qui sont en relation avec ce que je veux faire réellement, parce que ça prend du temps à se mettre en place. Et est-ce que c'est important, des jeunes qui commencent petit à petit ce métier, de quand même de se prendre ces petits coussins de sécurité, de se chercher des coussins de sécurité? Je pense, alors surtout en Tunisie, je sais pas, les humoristes, en tout cas, je vois que c'est surtout des chroniqueurs peut-être à la télé, ils sont à la radio, je sais pas quelles sont les perspectives d'évolution. Il y a pas les endroits qui marquent il y a pas les endroits comme en France. Exactement. Donc Absolument. Le passage à niveau se fait effectivement, fait les radios, fait les télés, fait des galas. C'est ça. Dans des galas. Et puis il y a le concours Nescafé aussi. Femme à Nescafé Comedy Club, femme à les premières parties des humoristes. Des humoristes. Alors les premières parties des humoristes, c'est pas assez pour évoluer. Tu vois, pour connaître ton niveau, etc. Le mieux, c'est de s'exercer au maximum. J'espère qu'en Tunisie, on aura justement des scènes ou des endroits qui vont évoluer, qui vont de plus en plus se créer. Je trouve dommage, personnellement, mais c'est un constat, c'est peut-être un raccourci, c'est peut-être beaucoup trop facile, que justement les gens qui ont amené ce métier en Tunisie, qui l'ont fait connaître, n'ont pas transmis et n'ont pas ouvert la voie à d'autres jeunes. Je trouve ça triste en fait. Malheureusement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on excelle dans ce qu'on fait parce qu'on a des humoristes qui sont extraordinaires, des piliers en Tunisie. Mais j'aimerais savoir justement qu'est-ce qu'ils laissent, qu'est-ce qu'ils transmettent aux générations futures, aux jeunes qui ont envie et qui se disent finalement il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'avenir dans ce métier-là, donc je vais passer à côté et je vais être ingénieur ou informaticien ou travailler, je sais pas moi, dans une cafette, alors que y a un potentiel réel. C'est dommage, je trouve, qu'on n'ouvre pas les portes parce que c'est ces gens-là
justement, qui ont la position, la légitimité pour ouvrir les portes et créer de nouvelles choses dans le pays. Je pense que les Tunisiens n'attendent que ça. Je pense qu'on est des consommateurs de choses innovantes. احنا ناقصين مثلا des espaces كيما اللي تحكي عليهم في باريس ولا في نيويورك اللي on donne la chance ويجيو هكاك ils ont 5 minutes et ils explorent et puis le public il vient il écoute. Oui, et ils viennent tester et ils essaient des choses et ils s'exercent. Il faudrait qu'on ait des endroits, au moins 2-3 endroits. On a un rendez-vous hebdomadaire où les gens viennent rire. Il faudrait qu'on ait ça. Parce que finalement, je pense que quand on a des humoristes qui nous viennent de Paris, du Jamel Comedy Club ou autre, et finalement les salles sont remplies ici. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il y avait Jason Brokers qui est venu à Tunis, il est venu au Zafir, c'était rempli. On a aussi, pour un Tunisien pur, Nidal Saadi qui remplit également. On a Big Bossa qui remplit également. Après, c'est d'autres générations, d'autres parcours, mais je pense qu'il faut qu'on offre justement des espaces d'entraînement à nos jeunes aujourd'hui qui soient autres que les réseaux sociaux. Parce qu'on a l'opportunité de s'exprimer à travers les réseaux sociaux, mais en présentiel, c'est encore un autre métier. Donc j'aimerais justement qu'on ouvre des lieux où qu'on donne l'opportunité des rendez-vous hebdomadaires aux Tunisiens de venir rire, mais aussi de découvrir les nouveaux talents qui, eux, vont pouvoir s'exercer. Et là, c'est un message donc aux entrepreneurs, mais aussi aux humoristes, toi, ça est bien installé dans le métier. Par exemple, qui fait du slam et qui a eu justement la superbe idée à l'époque, je sais plus s'il le fait toujours ou pas, de faire qui m'a fait France, la Met Slam. Donc les gens ils viennent open mic et tu slams et tu t'inscris. Mais c'est ça, on veut des open mic de stand-up et on aimerait que ce soit les humoristes qui sont bien implantés en Tunisie, qui ont la légitimité de le faire. Faites-le. C'est bien de faire des choses, on vous souhaite toute la réussite au monde. Femmes à public, Femmes à public, mais après, est-ce qu'on a envie de transmettre? Je pense qu'il y a deux choses dans la vie. Tu peux exceller dans ton art et tu peux être un grand homme. Quand on est un grand homme ou une grande dame, on peut dire l'un ou l'autre, de la famille humaine, on se soucie de ce qu'on va laisser derrière nous et ce qu'on va transmettre. Briller en soi, en faisant des plateaux télé, des radios, être omniprésent partout, ok, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce que tu transmets à la jeunesse de notre pays qui a besoin de croire, qui a besoin de se réaliser? Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Donc, moi, à mon échelle aujourd'hui, j'ai pas encore justement cette légitimité, mais un jour j'espère l'avoir. Mais j'ai déjà, à mon niveau, des projets qui incluent des potentiels tunisiens dans le stand-up, dans l'humour, à qui j'ai envie de donner des opportunités. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens juste à dire que j'ai une amie qui m'a fait une passe, on va dire, qui était super intéressante. Il y avait un concours justement arabophone qui a eu lieu au Liban d'humour. Sauf que moi, j'étais pas complètement arabophone. Donc moi-même, j'ai fait une passe à une humoriste tunisienne que j'ai rencontrée il y a quelques années à travers un concours. Et je lui ai fait une passe parce que je voulais que cette nana-là aille se représenter pour la Tunisie à l'étranger. Elle a voyagé pour la première fois, elle a été au Liban, elle a représenté la Tunisie et elle est arrivée en quart de finale, on va dire, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Pensons aux autres, transmettons, pensons pas qu'à nous. Jihen Benfresh. Ok, comme ça on note humoriste que je vais aussi inclure dans nos projets, qui d'ailleurs aujourd'hui, voilà, c'est un exemple typique, qui a énormément de potentiel, mais qui a dû arrêter pour bosser, faire un taf dans le marketing qu'elle aime certainement, mais elle a dû abandonner à cause d'une certaine réalité. Parce que Ida Matalqash koni shajak, Ida Matalqash les opportunités, à un moment donné, il faut bien que tu vives. À un moment donné, il faut bien que tu continues de te battre. Donc c'est ça le message que je veux faire passer à tous les humoristes qu'on a pu mentionner tout à l'heure. Faites des choses pour les jeunes. Arrêtez de penser à faire de l'argent pour vous, c'est bon, vous avez fait. Qu'est-ce que vous transmettez aux jeunes? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous léguez aux générations futures? لقيت ما نقول بعد ما اللي حكيته هذا إيمان خاطر سي فريمون امبورطون maintenant on s'en rend compte justement que فما بيبان لازم تتحل وفما un apprentissage وفما un accompagnement surtout je pense اللي في مخك انت plein de projets dans ce sens مانيش نحكيو عليهم اليوم mais تنرجعوا لهم avec les moyens que j'aurai oui même si j'arrive à soutenir une personne déjà ce sera un grand pas mais effectivement soutenez des gens si vous avez l'occasion faites-le quoi باهي باش نوفيو بوقتاش تكتب ستاند اب بالتونسي
تونسي. Waouh. Alors, tu sais quoi? Tu veux que je te dise, c'est l'un de mes plus grands rêves, déjà, d'une part. Mais j'ai vraiment envie de me produire en Tunisie. Je sais pas si je vais entrer par la porte francophone ou alors si je vais entrer par la porte Bentoun, Tunisia, etc. Mais je sais que c'est une grande pression pour moi, même si j'ai joué à New York, au Canada, en Belgique, en Espagne. Pour moi, c'est une grande pression parce que les codes de l'humour tunisien sont très spécifiques et j'ai pas envie d'arriver avec des facilités. J'ai vraiment envie de me surpasser, de faire des choses extraordinaires. J'ai envie d'amener quelque chose, un propos intéressant et j'ai envie qu'on s'amuse surtout parce que je sais que le public tunisien est prêt à ça. Donc j'ai vraiment envie d'amener quelque chose de plus. Dans un premier temps, mon projet, c'est de faire mon 1 heure en français pour la France. Ouais. Peut-être j'aurai l'occasion de le jouer en Tunisie. Sûr, après parce qu'on a quand même exactement. Et par la suite, pourquoi pas faire quelque chose de plus adapté au code tunisien. Instagram, يعاونك باش تعرف les codes de l'humour tunisien ou pas? Non, c'est plus mes amis au quotidien en Tunisie qui m'aident à comprendre les codes. Tu sais, les conversations de tous les jours. Moi, j'ai des amis exceptionnels en Tunisie qui m'inspirent énormément parce qu'ils sont drôles à souhait. Oui, mais les milliers de followers, quand ils te mettent des likes et tout, ça oui. Et sachant que mon public, moi, sur Instagram, il est essentiellement tunisien. Il est basé en Tunisie. Exactement. Tunisien basé en Tunisie à plus de 70% quand même. Ouais. Les Tunisiens ont beaucoup aimé le concept de Méni Gilliger, la coach en destruction personnelle, parce que c'est un projet qui est c'est l'antithèse, c'est très moqueur, c'est très sarcastique, c'est de l'humour noir et les Tunisiens adorent ça et ils sont c'est eux qui m'ont soutenu, c'est mon premier public pour Méni Gilliger. Ouais. Et par la suite, les Français, effectivement, m'ont dit, mais c'est super intéressant, c'est osé, c'est audacieux. Comme quoi, voilà, en Tunisie, on est preneur de nouveaux concepts, on accepte, on va avec, on est cool, on soutient. Donc, voilà, il y a plus qu'à faire les choses. Passons à l'action. باهي على جملة ذي sympathique. Passons à l'action. On termine مع بعضنا l'épisode هذا نتاع خدمة نظيفة. Merci pour les conseils que tu as pu donner للتوانسة même si نعرف la réalité كيما قلت انت في فرنسا مش كيما في تونس واللي يسمعوا فينا. حبيت الحلقة تكون en tout cas entre les deux. Que ceux qui sont basés en France puissent puiser des conseils واللي في تونس زادة. أنا ديما في كل حلقة نحط donc les contacts اللي ما عندهمش. Donc on va mettre l'Instagram تاعك, le Facebook تاعك et puis comment te contacter effectivement et suivre. Encourager Méni ou هي زادة elle vous encouragera si vous avez cette passion pour l'humour et le stand-up. Wallahi, khidma nzifa. Merci beaucoup. عايشك يا إيمان.